Claire Moreau marchait d'un pas discret mais déterminé à travers le hall marbré du prestigieux immeuble situé rue de Passy, dans le 16e arrondissement de Paris. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, sa blouse grise bien boutonnée, les cheveux attachés avec soin, les mains déjà marquées par les détergents des jours passés. Personne ne lui adressait un mot, hormis un bref bonjour poli de la part du gardien, lui-même invisible aux yeux des résidents. Pourtant, elle connaissait chaque recoin de l'immeuble, chaque tâche à récurer, chaque silence feutré que l'on attendait d'elle. Dans ce monde de verre, de pierre et d'indifférence, elle n'était qu'une ombre qui passait. À 32 ans, Claire avait renoncé depuis longtemps à l'idée d'un avenir brillant. Son quotidien était rythmé par les horaires de ménage, les courses rapides dans les supérettes de banlieue et les trajets en métro bondés. Elle habitait un minuscule studio à Saint-Denis, où chaque centimètre carré était optimisé pour accueillir à la fois ses affaires, ses souvenirs et les besoins d'une mère malade, qu'elle soignait seule depuis bientôt 10 ans. Cette mère, autrefois institutrice, dont l'esprit s'était lentement éteint, était désormais sa priorité absolue. Claire n'avait pas de famille proche, pas d'amis intimes, seulement quelques connaissances croisées au fil de petits boulots ou de longues attentes dans les hôpitaux publics. Malgré la fatigue chronique, les dettes accumulées par son père avant sa mort et les journées répétitives, Claire ne se plaignait jamais. Elle gardait cette posture droite, presque fière, et un sourire discret, comme une politesse envers le monde qui l'ignorait. Dans sa solitude, elle trouvait refuge dans les livres. Beaucoup venèrent de la benne à papier du même immeuble de luxe, jetés sans un regard par des habitants pressés de remplacer l'ancien par le neuf. Elle les récupérait en cachette, les nettoyait, les classait. Au fil des années, elle avait construit une petite bibliothèque improvisée dans son studio, peuplée de romans classiques, d'essais, de traités philosophiques et de recueils de poésie. Ses journées étaient silencieuses, mais jamais vides. Elle observait tout, retenait les noms des résidents, leurs habitudes, les odeurs de parfum qui flottaient dans les escaliers, les disputes étouffées derrière les portes closes. Elle savait quels appartements étaient vides l'été, qui trompaient qui commandait toujours les mêmes plats, qui recevait des visites discrètes. Mais elle ne jugeait pas. Elle voyait sans commenter comme un témoin muet du théâtre bourgeois qui se jouait autour d'elle. Parmi les résidents, un nom revenait souvent dans les conversations du personnel, Julien Dufresne, un homme d'affaires réputé, quarantenaire, mystérieux et riche à en faire pâlir les plus fortunés du quartier. Il vivait au dernier étage, dans une immense terrasse transformée en jardin suspendu, entouré de verre et de silence. Personne ne le croisait souvent. Il partait tôt, rentrait tard. Les rares fois où Claire l'avait vu, c'était de loin, en train d'entrer dans l'ascenseur privé, téléphone à l'oreille, lunettes noires dissimulant son regard. Pourtant, malgré la distance qui les séparait de ce monde, Claire n'en voulait à personne. Elle ne rêvait plus de reconnaissance ni de luxe. Elle avait appris à ne rien attendre et à recevoir les rares moments de douceur comme des cadeaux furtifs, un sourire sincère d'un enfant dans l'ascenseur, un merci inattendu, une tasse de thé offerte par la concierge. Elle vivait dans l'ombre, mais jamais dans la honte. Certains jours, elle s'autorisait à rêver. Pas de grandes choses, non. Elle rêvait simplement d'un jour sans fatigue, d'un repas chaud partagé sans inquiétude, d'une promenade sans urgence. Elle rêvait de sa jeunesse volée, de ses études interrompues à la Sorbonne, de cette Claire d'autrefois qui croyait encore que les livres pouvaient changer le monde. Ses pensées l'accompagnaient pendant qu'elle nettoyait les vitres du hall ou polissait les poignées de porte en laiton. Un lundi matin d'automne, alors que les feuilles mortes s'amassaient dans les allées du jardin intérieur et que le vent portait avec lui les premières morsures du froid, Claire montait au dernier étage pour nettoyer le grand salon commun. L'ascenseur s'ouvrit silencieusement sur un parquet brillant, un espace vide où les pas résonnaient. Elle sortit ses produits de nettoyage, ouvrit les fenêtres pour aérer, commença son travail méthodiquement, comme à son habitude. Elle ne se doutait pas que ce jour-là, sa routine allait basculer. Pas par un accident ni une révélation, mais par une simple rencontre inattendue, déroutante et pourtant inévitable. Ce matin-là, tout paraissait ordinaire. Pourtant, pour Claire Moreau, c'était le début d'un bouleversement silencieux, un moment suspendu entre l'ombre et la lumière, entre la vie qu'elle connaissait et celle qu'elle n'osait plus espérer. Alors qu'elle passait la serpillière en silence sur le parquet clair du salon commun, situé au dernier étage de l'immeuble, Claire ne s'attendait à croiser qui que ce soit.
L'endroit était habituellement désert à cette heure. Le matin encore frais de Paris s'étendait au-delà des grandes baies vitrées, et la lumière douce filtrait à travers les rideaux tirés à moitié. L'air avait cette odeur discrète de cire et de bois ancien que Claire connaissait par cœur. Elle nettoyait méthodiquement, concentrée, quand un bruit de pas feutrés interrompit le rythme de son travail. Elle se retourna doucement, le regard levé, sans précipitation. Julien Dufresne se tenait à quelques mètres d'elle. Il n'y avait ni annonce ni effusion, juste sa silhouette imposante, son costume impeccablement taillé et ce regard qu'il posait sur elle comme s'il la voyait pour la première fois. Claire sentit une tension immédiate, mais elle ne bougea pas. Elle reposa calmement le balai contre le mur, s'essuya les mains sur un chiffon propre qu'elle gardait toujours dans sa poche et attendit. Julien ne disait rien dans un premier temps. Il observa autour de lui, ses yeux glissant sur les détails que Claire venait de nettoyer avec soin, puis revint à elle. Son visage n'exprimait ni condescendance ni intérêt particulier. Il semblait simplement curieux. Il s'approcha de quelques pas, puis d'un ton calme, presque détaché, il prononça ces mots. « Mademoiselle Moreau, n'est-ce pas ?» Elle hocha doucement la tête, surprise qu'il connaisse son nom. « J'organise une fête d'anniversaire ici, dans 3 jours. J'aimerais que vous y assistiez, personnellement, en tant qu'invité. » Le silence qui suivit était presque irréel. Claire ne répondit pas tout de suite, son esprit cherchant un sens à cette phrase. Elle pensa d'abord à une erreur, puis à une mauvaise blague, mais il la regardait avec sérieux et ce qu'il disait ne semblait contenir ni ironie ni moquerie visible. Elle chercha ses mots, mais n'en trouva pas. Alors il reprit « Ce sera très informel, une soirée privée ici même, dans ce salon. Rien d'extravagant. Je pense que cela vous ferait du bien de voir l'endroit dans un autre contexte, non ?» Il la remercia ensuite, comme s'il venait de conclure une affaire banale, et sortit de la pièce sans ajouter un mot de plus, la laissant seule, figée, incapable de savoir si ce qu'elle venait d'entendre était réel. Claire resta immobile plusieurs minutes, son chiffon toujours à la main, le cœur battant sans raison claire. Le reste de sa journée se déroula comme dans un brouillard. Elle continua son travail, passa d'un étage à l'autre, vida les poubelles, nettoya les ascenseurs, sans réussir à chasser de son esprit cette scène absurde. L'homme le plus distant et inaccessible de l'immeuble, celui dont on parlait à voix basse dans les couloirs, venait de l'inviter à une fête privée dans sa propre résidence. Elle n'avait jamais échangé plus de 2 mots avec lui auparavant. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Était-ce un geste de pitié, une provocation, un pari? Elle n'avait aucune réponse. Ce soir-là, de retour dans son petit studio, elle prit soin de ne rien dire à sa mère. Celle-ci, affaiblie par la maladie, dormait déjà profondément. Claire s'installa près de la fenêtre, ouvrit un de ses livres, mais n'arriva pas à lire. Les mots dansaient sur la page sans forme et de sens. Elle repassait encore et encore la scène dans sa tête, tentant de comprendre l'intention de cet homme. Ce n'était pas un homme ordinaire. Julien Dufresne était riche, beau, influent, entouré de femmes élégantes et de partenaires d'affaires arrogants. Il n'avait aucune raison de lui adresser la parole, encore moins de l'inviter à sa fête. Et pourtant, quelque chose dans son ton n'était pas moqueur. Il n'avait pas souri avec suffisance. Il n'avait pas regardé autour de lui pour voir si quelqu'un l'écoutait. Cela ne ressemblait pas à une mise en scène. Mais alors quoi? Un caprice de riche? Un geste aléatoire, une curiosité passagère? Claire n'aimait pas l'incertitude. Elle vivait dans le concret, dans les horaires fixes, les tâches définies, les responsabilités claires. Cette invitation la plaçait dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Un monde où rien n'avait de sens logique. Les jours suivants, elle travailla comme d'habitude, mais son esprit restait ailleurs. Elle croisait Julien une fois, dans le hall, alors qu'il discutait avec 2 hommes en costume. Il ne lui adressa pas un regard, pas un mot. Elle se sentit soudain stupide d'avoir cru à la sincérité de son invitation. Peut-être l'avait-il oublié. Peut-être que cela n'avait été qu'une distraction pour lui. Elle décida de ne pas y penser davantage. Mais le matin même du 3e jour, alors qu'elle nettoyait les marches en marbre menant à la terrasse, elle trouva une enveloppe posée sur la rambarde. À l'intérieur, une invitation imprimée au nom de Julien Dufresne, adressée à Mademoiselle Claire Moreau, avec tous les détails de l'événement. Date, heure, tenue suggérée. Aucun mot personnel, aucune signature. Simple, froid, précis. Claire resta un long moment à observer le papier entre ses doigts. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps,
Elle se regarda dans le miroir de sa minuscule salle de bain. Son visage était marqué par les années de fatigue, mais ses yeux gardaient cette étincelle calme et vivante qu'aucune douleur n'avait éteinte. Elle savait qu'elle n'avait rien apporté pour une fête de ce genre. Elle savait aussi que sa présence serait déplacée, qu'elle n'aurait pas les codes, pas les mots, pas l'assurance. Mais quelque chose en elle, discret mais obstiné, lui disait d'y aller. Pas pour plaire, pas pour comprendre, mais simplement parce que c'était une invitation. Et que toute invitation, quand elle est sincère, mérite une réponse. Elle replia soigneusement le carton et le rangea dans un tiroir. Il lui restait peu de temps et aucun plan, mais elle avait décidé. Elle irait. Le jour même où Claire découvrait l'invitation laissée à son attention, une conversation discrète se tenait dans un appartement luxueux du 7e étage. Julien Dufresne, assis dans son fauteuil en cuir face à la baie vitrée, sirotait un verre de whisky, tandis que deux de ses amis les plus proches, Paul Leclerc et Vincent Aubry, riaient doucement autour d'un plateau de caviar. Tous trois faisaient partie de ce cercle fermé de trentenaires aisés, habitués aux privilèges que leur situation sociale leur offrait sans le moindre effort. Le genre d'homme qui, sous des airs détendus et cultivés, considérait la vie comme un terrain de jeu, et les autres comme des pions interchangeables dans des mises en scène de leur propre ennui. Ce soir-là, l'ambiance était légère, mais un fond d'arrogance flottait dans l'air. Julien, habituellement plus réservé que ses deux amis, restait silencieux depuis quelques minutes. Vincent, allongé nonchalamment sur le canapé, finit par le fixer avec un sourire ironique. « Alors tu as vraiment osé? Tu l'as invitée? La petite femme de ménage ?» Julien hocha la tête sans émotion particulière. « Oui, je lui ai parlé directement. Elle viendra. » Paul éclata de rire, surpris autant par la réponse que par le ton détaché de son ami. « Mon vieux, je ne sais même pas comment le qualifier, du génie ou de la folie pure. Elle a accepté? Elle n'a pas répondu sur le moment, mais je lui ai laissé une invitation. Je pense qu'elle sera là. » Vincent secoua la tête, amusé, tout en se servant une autre coupe de champagne. « Tu te rends compte de la scène? Une soirée avec les plus grands noms de la tech parisienne, des mannequins, des diplomates, et au milieu, cette femme qui récurne au sol? On dirait un mauvais film d'auteur. Tu sais que tout le monde va la remarquer. » « C'est justement le but, non ?» lança Paul. C'était la règle du jeu. Inviter la personne la plus improbable à une soirée de l'élite et voir ce qui se passe. Je dois dire que tu as mis la barre très haut. Je m'attendais à ce que tu choisisses une influenceuse ringarde ou une ex-star déchue. Pas elle. Julien resta silencieux quelques secondes, le regard perdu sur les toits de Paris qui s'étendaient à perte de vue. Elle m'a intrigué, voilà tout. Les deux autres échangèrent un regard complice, amusés par l'attitude énigmatique de leur ami. Julien n'était pas du genre à expliquer ses choix. Il agissait, point. Mais cette fois, quelque chose dans sa voix, dans son regard fixe, trahissait un léger trouble, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ses propres intentions. « C'est peut-être elle qui va t'intriguer jusqu'à l'humiliation », lança Vincent, moqueur. « Imagine si elle arrive dans une tenue lamentable, sans comprendre où elle met les pieds. Ce sera gênant pour elle, et pour toi aussi. Tu crois qu'elle saura même utiliser les bons couverts, ou dire bonsoir correctement ?» Julien ne répondit pas. Il reposa son verre avec lenteur, se leva et fit quelques pas vers la fenêtre entr'ouverte. Le vent d'automne soufflait doucement, emportant avec lui les échos d'une ville en mouvement. Derrière son silence apparent, une tension s'installait en lui. L'idée de ce pari, lancé à l'origine pour rompre l'ennui d'un dîner entre amis, avait pris une tournure étrange. Il n'arrivait plus à savoir si c'était encore un jeu. Depuis qu'il avait vu Claire dans le salon, les mains dans l'eau, concentré sur une tâche que personne ne remarquait jamais, quelque chose s'était figé en lui. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de l'attirance non plus. C'était autre chose, une forme de présence qui le dérangeait. Mais il n'osa pas le dire. Il laissa ses amis rire, plaisanter, planifier déjà les réactions possibles des invités. Certains parleraient d'un élan philanthropique, d'autres se contenteraient de l'ignorer. Un petit cercle de femmes cyniques glousserait dans un coin moquant sa robe, ses manières, ses chaussures. Et peut-être que Claire, elle, resterait plantée là, droite, digne, mais terriblement seule. Julien se demandait si elle comprendrait qu'elle n'avait jamais été invitée pour elle-même, mais pour ce qu'elle représentait aux yeux des autres. Un décalage, une étrangeté, un divertissement. Le lendemain, Julien descendit dans le hall plus tôt que d'habitude.
Il croisa Claire brièvement qui nettoyait les vitres du couloir. Il voulut lui parler, dire quelque chose, mais il resta figé. Elle leva les yeux, le salua d'un geste poli, puis retourna à sa tâche. Il observa ses gestes précis, la façon dont elle maniait le chiffon avec soin, comme si chaque vitre était une œuvre fragile à préserver. Et lui, qu'était-il en train de faire? L'exposer pour mieux la voir se briser? De retour chez lui, il regarda la liste des invités. Des noms prestigieux habituels, sans surprise. Il pensa un instant à annuler la fête, prétextant une urgence. Mais il n'en fit rien. L'événement était lancé, les préparatifs déjà en cours, les chefs engagés, les décorateurs mobilisés. Il était trop tard pour reculer. Ou peut-être ne voulait-il pas vraiment reculer. Le soir venu, Vincent lui envoya un message court. « Elle viendra. Prépare le champagne. » Julien ne répondit pas. Il resta longtemps allongé dans l'obscurité, les yeux ouverts, écoutant le silence de son appartement immense, les bruits lointains de la ville et le battement léger de son propre cœur. Il pensait à Claire, à cette femme invisible que personne ne voyait, à cet inconnu qui allait bientôt franchir la porte d'un monde qui ne l'attendait pas. Ce n'était plus un pari, c'était un point de rupture. Et il le savait. Claire passa la nuit suivante sans parvenir à fermer l'œil. L'invitation posée sur la petite table en formica de sa cuisine semblait irradier dans la pénombre, comme un rappel constant de l'absurdité de la situation. Elle s'était retournée dans son lit des dizaines de fois, écoutant les bruits lointains de la ville, le grincement du radiateur, la respiration saccadée de sa mère qui dormait dans la pièce voisine. Dans son esprit, les images se bousculaient, la salle lumineuse du dernier étage, les regards moqueurs, l'élégance artificielle, les conversations codées dont elle ne saisirait sans doute pas les nuances. Et elle, au milieu de tout cela, sans défense, exposée. Elle avait accepté l'invitation sans réellement comprendre pourquoi. Peut-être par orgueil, peut-être pour se prouver qu'elle n'avait pas peur. Ou simplement parce que cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas existé autrement qu'en creux, dans le reflet sale d'une vitre ou dans l'oubli poli des gens pressés. Le lendemain matin, dès que sa tournée de ménage fut terminée, elle prit le métro jusqu'à une brocante du 14e arrondissement. Elle y vendit une montre ancienne, dernier objet de valeur appartenant à son père. Elle la gardait depuis des années, enfermée dans un coffret en bois, sans jamais oser la toucher. Ce jour-là, elle décida qu'il était temps de s'en détacher. L'argent qu'elle en tira n'était pas immense, mais suffisant pour commencer ce qu'elle savait devoir être une transformation minutieuse. Elle contacta discrètement une ancienne cliente, une vieille dame qu'elle avait aidée pendant quelques mois, avant que celle-ci ne déménage dans une maison de retraite. Cette femme, autrefois modiste, avait conservé dans une malle des robes de soirée des décennies passées, soigneusement protégées de la poussière. Claire lui expliqua qu'elle devait assister à une réception importante et demanda sans détour si elle pouvait lui emprunter une tenue. La vieille dame la reçut avec chaleur et, sans poser de questions inutiles, l'invita à essayer plusieurs modèles. Ensemble, elles choisirent une robe bleu nuit, simple, fluide, sans excès. La matière était douce, légèrement satinée, et tombait parfaitement sur la silhouette fine de Claire. Lorsqu'elle se vit dans le miroir, elle fut elle-même surprise, pas par sa beauté, mais par la manière dont ses traits semblaient soudain affirmés, comme si un autre visage avait émergé du sien. Ensuite, elle se rendit chez une coiffeuse de quartier, une petite enseigne sans prétention, où elle avait nettoyé les vitrines pendant un temps. Elle demanda une coupe discrète, un chignon simple, rien de tape à l'œil. La coiffeuse, en silence, s'exécuta avec soin, respectant la demande sans commentaire. Enfin, Claire entra dans une parfumerie, hésita longuement devant les flacons alignés, puis acheta un petit vaporisateur d'un parfum discret, presque imperceptible, à peine une touche florale qui lui rappelait le jardin de son enfance. De retour chez elle, elle cacha soigneusement la robe dans un sac en tissu et rangea ses modestes achats. Elle ne dit rien à sa mère, se contentant d'un sourire tendre et d'un repas chaud. Elle voulait garder ce moment pour elle seule, sans devoir l'expliquer, sans le justifier. C'était une décision intime, un acte de volonté. Non pas pour impressionner ou séduire, mais pour se tenir debout face à ce monde qui, depuis toujours, lui tournait le dos. Les jours précédant la fête, elle continua à travailler comme à l'accoutumée, sans rien changer à son attitude. Les résidents ne remarquèrent rien. Elle nettoyait les mêmes sols, vidait les mêmes corbeilles, saluait avec la même réserve. Mais intérieurement,
Quelque chose avait commencé à bouger. Elle ne ressentait pas de peur, mais une tension sourde, comme si chaque minute qui passait la rapprochait d'un saut dans l'inconnu. Elle ne savait pas ce qu'elle allait y trouver, ni comment elle serait reçue, mais elle y allait avec lucidité. La veille du jour annoncé, elle fit un dernier tour dans son studio, rangea ses livres, nettoya chaque surface, changea les draps de sa mère, prépara un dîner à l'avance et vérifia qu'elle aurait tout ce qu'il fallait en son absence. Elle nota aussi sur un petit carnet l'adresse et les consignes d'urgence au cas où elle rentrerait tard. Elle avait pris soin d'avertir une voisine, prétextant une sortie exceptionnelle. Elle ne voulait pas qu'on s'inquiète, elle ne voulait pas non plus qu'on sache. Le matin du jour J, elle travailla comme si de rien n'était. Elle croisa le regard du gardien, qui ne remarqua rien d'inhabituel. Personne ne fit attention à elle, comme toujours. Elle termina sa journée en silence, monta dans le métro avec son sac à la main et retourna chez elle. Là, elle se prépara lentement, méthodiquement, comme si elle s'habillait pour un rite invisible. Elle enfila la robe avec soin, s'attacha les cheveux comme la coiffeuse l'avait montré, se regarda longuement dans le miroir. Elle ne se reconnaissait pas totalement, mais cela ne la gênait pas. Ce n'était pas un déguisement, c'était une possibilité. Une version d'elle-même qu'elle avait gardée sous clé trop longtemps. Le trajet jusqu'à l'immeuble fut étrange. Les gens dans le métro la regardèrent différemment. Elle n'était plus la femme invisible en blouse grise. Elle était quelqu'un d'autre, ou plutôt, elle apparaissait enfin. Devant l'entrée principale, elle hésita une seconde. Mais elle ne recula pas. Elle poussa la porte, salua le gardien avec un calme parfait, puis monta jusqu'au dernier étage. Son cœur battait, mais ses gestes restaient assurés. Elle arriva devant la porte du salon commun, là où tout avait commencé quelques jours plus tôt. Elle inspira profondément, redressa les épaules et frappa doucement. Derrière la porte, les voix, les rires, la musique légère. Puis, le silence. Elle entra. Le salon était déjà plein quand Claire poussa la porte. La lumière des lustres, réfléchie sur les surfaces dorées et les verrières impeccables, baignait la pièce d'une clarté presque irréelle. La musique, un jazz élégant aux notes discrètes, flottait dans l'air avec les parfums chers et les rires légers de la haute société parisienne. Des verres de champagne s'entrechoquaient, des conversations s'entremêlaient avec aisance, et les gestes semblaient chorégraphiés dans une sorte de ballet mondain bien rodé. C'était un univers qu'elle avait nettoyé 100 fois, observé dans le silence, sans jamais y avoir réellement appartenu. Mais ce soir-là, elle n'était pas venue pour ranger les verres vides ou balayer les miettes. Elle franchissait la porte en tant qu'invitée. Et cela changeait tout. Le silence tomba comme une lame. La musique n'était pas interrompue, mais elle semblait soudain si lointaine qu'elle en devenait imperceptible. Les conversations se figèrent. Une quarantaine de regards se tournèrent vers elle. Certains, surpris, d'autres immédiatement méprisants, quelques-uns simplement curieux. Elle sentit ce poids familier sur ses épaules, celui d'être vue sans être reconnue, jugée avant même d'avoir parlé. Mais cette fois, elle ne portait pas sa blouse grise. Elle portait une robe bleu nuit, sobre et élégante, et tenait son sac à main avec calme. Elle avait maquillé ses paupières d'un trait léger, juste assez pour faire ressortir ses yeux clairs. Ses cheveux, coiffés avec simplicité, dégageaient son visage sans artifice. Julien Dufresne la vit en premier. Il se tenait près du bar, un verre à la main, entouré de 2 hommes en costume et d'une femme vêtue de rouge. Quand son regard croisa celui de Claire, son visage se figea. Il n'avait pas prévu cela. Il l'avait imaginée hésitante, perdue dans une tenue mal ajustée, trop modeste ou trop voyante. Il l'avait imaginée maladroite ou simplement déplacée, mais elle se tenait là avec une assurance calme, presque intimidante dans sa sobriété. Elle ne ressemblait à personne dans cette pièce, et c'était précisément ce qui la rendait remarquable. Julien posa lentement son verre, sans quitter Claire des yeux. Autour de lui, les murmures commencèrent à se propager, comme un frisson discret. On ne savait pas exactement qui elle était, mais certains la reconnurent. Pas de nom, pas d'histoire, mais ce visage déjà croisé dans les couloirs, dans les escaliers, en train de vider les poubelles ou de passer la serpillière. Un décalage insupportable pour certains invités. Le malaise, d'abord subtil, s'installa progressivement. Les regards qui, d'ordinaire, étaient pleins d'arrogance ou de suffisance, se firent prudents, méfiants. Personne n'osait l'approcher, mais personne ne pouvait l'ignorer. Claire avança lentement dans la pièce, consciente de chaque pas.
Elle ne souriait pas, mais ne baissait pas les yeux non plus. Elle regardait droit devant elle, sans agressivité, sans provocation. Elle savait qu'elle n'avait pas sa place ici, mais elle ne demandait pas l'autorisation d'exister. Elle était là, et cela suffisait. Une serveuse lui proposa un verre. Elle accepta avec un simple hochement de tête, puis se tourna vers la terrasse pour respirer. L'air était plus frais à l'extérieur, et le silence des jardins suspendus contrastait avec le tumulte intérieur. De là, elle pouvait observer la ville entière, les toits de Paris scintillant sous les lumières des réverbères, le grondement lointain des voitures, le balai des fenêtres illuminées. Elle resta là un moment, seule, reprenant son souffle. Elle savait que ce n'était que le début, que l'épreuve véritable serait de revenir à l'intérieur. Elle le fit pourtant, lentement, dignement. À l'intérieur, Julien s'était approché de quelques invités qui tentaient d'ignorer l'événement qu'ils venaient de vivre. Mais il ne participait plus vraiment à la conversation. Son esprit était ailleurs, troublé par cette impression étrange d'avoir déclenché quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Quand il vit Claire revenir, il s'avança légèrement vers elle, mais un homme plus âgé le devança. Il aborda Claire avec politesse, lui demanda si elle était nouvelle dans le cercle. Elle répondit simplement qu'elle était venue sur invitation. L'homme, déstabilisé, ne sut quoi dire de plus et s'éloigna en s'excusant. Julien sourit intérieurement, puis se rapprocha enfin. « Vous êtes venu. Vous m'aviez invité, » répondit-elle. Il nota l'intonation neutre, ni reconnaissante, ni ironique. Elle ne cherchait pas à le mettre mal à l'aise. Elle constatait simplement un fait. « Vous êtes différente de ce que j'imaginais, » avoua-t-il. « Vous ne m'aviez jamais regardé, alors comment auriez-vous pu m'imaginer ?» Il resta silencieux. Cette phrase, dite sans agressivité, le frappa par sa justesse. Elle ne le provoquait pas. Elle exposait simplement une réalité qu'il préférait ignorer. Autour d'eux, les regards continuaient de peser. Les conversations reprenaient, mais un peu plus artificielles, un peu plus tendues. L'apparition de Claire avait fissuré quelque chose dans la façade bien lisse de cette assemblée. Julien, malgré lui, sentait qu'un équilibre avait été rompu. Et ce n'était pas seulement à cause de Claire. C'était lui aussi qui ne parvenait plus à jouer son rôle habituel. Un groupe de jeunes femmes les observait depuis un coin du salon, échangeant des commentaires à voix basse. L'une d'elles, manifestement agacée, murmura quelque chose de blessant. Claire l'entendit mais ne réagit pas. Elle resta droite, son verre à la main, les yeux tournés vers Julien. Ce dernier, gêné, détourna un instant le regard. Il comprenait à peine ce qui se passait en lui. Il avait voulu provoquer une scène, il avait obtenu un silence, et ce silence, dans toute sa lourdeur, disait bien plus que les moqueries qu'il avait anticipées. Il n'y avait pas eu d'éclat de rire, pas d'humiliation publique. Il n'y avait eu qu'une gêne croissante, un malaise diffus et une présence. Claire avait bouleversé la soirée simplement en entrant. Elle n'avait pas besoin de faire plus. À l'intérieur de la salle, les conversations reprirent progressivement, mais aucune ne retrouvait l'aisance initiale. Il y avait quelque chose d'altéré dans l'atmosphère. Les gestes autrefois naturels devenaient mesurés, les sourires trop étudiés, les regards souvent fuyants. L'apparition de Claire avait bouleversé les dynamiques invisibles, mais bien installées de cette soirée huppée. Elle n'avait ni crié, ni provoqué, ni même pris la parole hautement. Et pourtant, sa simple présence imposait un déséquilibre que les invités ne parvenaient pas à digérer. Les amis de Julien, ceux-là même qui avaient lancé la blague de l'invitation, se rassemblaient près du buffet, visiblement mal à l'aise. Paul regardait Claire à distance, les bras croisés, l'expression crispée. Il n'avait pas imaginé qu'elle se présenterait ainsi, ni avec autant de calme, ni avec autant de présence. Il avait fantasmé une scène burlesque, un choc culturel risible, quelque chose qui les ferait rire, les ferait se sentir supérieurs. Mais elle ne leur offrait rien de cela. Elle leur offrait une dignité qu'ils ne savaient pas gérer. Vincent, plus cynique, tenta de faire ce qu'il savait faire de mieux, désamorcer la tension par l'ironie. Il lâcha une remarque légère, à mi-voix, sur la coupe de la robe de Claire, espérant provoquer quelques rires dans le petit cercle qui l'entourait. Une femme gloussa nerveusement, mais cela ne prit pas. Les regards restèrent froids, certains même désapprouvèrent discrètement ce geste. Le ridicule ce soir n'était pas sur les épaules de Claire. Il flottait autour de ceux qui n'avaient rien d'autre à offrir que des jugements superficiels. Claire, elle, restait debout près de la verrière, observant les allées et venues, les expressions gênées
les efforts pour retrouver un rythme social normal. Elle n'entendait pas tous les mots, mais elle voyait tout. Elle lisait dans les gestes, dans les silences, dans les hésitations. Elle reconnaissait les mécanismes de rejet poli, d'inclusion hypocrite, ces techniques sociales dont elle avait été témoin toute sa vie depuis les marges. Rien ne la surprenait, mais tout l'intéressait. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Elle n'était pas venue pour ça. Julien, de son côté, ne parvenait plus à suivre les conversations. Une partie de lui s'observait avec une distance croissante, presque comme un spectateur gêné par son propre rôle. Il se rappelait la discussion initiale, le pari, le rire de Vincent, l'insistance de Paul. Il se rappelait avoir accepté ce jeu sans résister, par ennui, par défi, par désinvolture. Et maintenant, il se retrouvait là, incapable de soutenir le regard de la personne qui l'avait instrumentalisé. Une femme qui, sans le vouloir, révélait par contraste l'indigence morale de ceux qui l'entouraient. Il s'approcha de Claire, cette fois sans mise en scène. Elle tourna légèrement la tête vers lui, le regard neutre, pas hostile mais pas amical non plus. Il sentit à nouveau ce qu'il avait perçu en la voyant entrer, cette capacité étrange qu'elle avait de désarmer toute tentative de domination par une simple constance silencieuse. « Je suis content que vous soyez venu, » dit-il, sa voix un peu plus basse qu'à l'accoutumée. « Je me suis demandé, » répondit-elle, « si c'était vraiment une invitation, ou juste un test. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il savait qu'aucune formule ne pouvait gommer ce qu'il avait fait. Il baissa légèrement les yeux, une main dans la poche, l'autre tenant un verre désormais vide. Ce n'était pas censé être comme ça. Mais c'était, constata-t-elle, sans hargne. Il hocha lentement la tête. Ce qu'elle disait était indiscutable, et cette absence de plainte dans sa voix rendait son propos d'autant plus fort. Elle n'accusait pas, elle constatait les faits. Elle laissait l'humiliation à ceux qui la méritaient vraiment. Autour d'eux, quelques invités tentèrent de recréer une forme de normalité. Une femme s'approcha avec un rire surjoué, salua Julien avec chaleur, ignora délibérément Claire, puis repartit après une banalité quelconque. Deux jeunes hommes observèrent la scène en se demandant sans doute comment une telle personne avait pu se retrouver ici. L'un d'eux chuchota quelque chose, l'autre leva les yeux au plafond. Ce n'était plus une fête. C'était devenu une épreuve collective. Julien proposa un autre verre à Claire. Elle refusa poliment. Elle n'avait pas besoin d'alcool pour affronter cette soirée. Elle en avait vu d'autres. Et même si celle-ci avait des lustres et du champagne, elle n'était pas plus violente que les humiliations quotidiennes que le monde imposait à ceux qu'il refuse de regarder. Un peu plus loin, un petit groupe de femmes tenta de l'aborder avec un sourire mielleux, sous prétexte de curiosité. L'une d'elles demanda, faussement innocente, où Claire avait trouvé sa robe. Claire répondit sans hésiter, avec une honnêteté désarmante. « C'est une robe prêtée. Elle appartenait à une amie de ma mère. » Puis elle ajouta d'un ton égal, « Ce n'est pas la robe qui fait l'élégance, vous savez. » Un silence tomba autour du groupe. Les sourires figés se décomposèrent. Personne ne trouva quoi répondre. L'une des femmes changea rapidement de sujet. Claire s'éloigna, tranquille. Julien la suivit des yeux. Il n'arrivait pas à se départir d'un mélange de honte et d'admiration. Ce qu'il voyait ce soir, ce n'était pas une anomalie. C'était une leçon. Une femme qui refusait la place assignée sans en revendiquer une autre. Une femme qui ne demandait rien mais imposait le respect. Il comprenait maintenant que le vrai désordre n'était pas sa présence à la fête, mais l'image que cela renvoyait à tous les autres. L'image de leur superficialité, de leur mépris, de leur vide. Il se sentit soudain étranger à ce monde qu'il avait lui-même contribué à façonner. Claire, sans le vouloir, avait fissuré la façade, et à travers cette fissure, Julien voyait tout ce qu'il n'avait jamais osé regarder. Un peu à l'écart des groupes figés dans leur hypocrisie mondaine, Claire se tenait debout près d'un meuble ancien, un verre d'eau pétillante à la main. Elle observait les œuvres accrochées au mur avec une attention tranquille, comme si elle visitait un musée discret, plutôt qu'assistait à une soirée mondaine. À quelques pas, deux femmes la regardèrent de biais, échangeant des propos inaudibles ponctués de sourires forcés. Elles s'approchèrent lentement, portées par une curiosité mal dissimulée. La première, grande, très mince, visiblement habituée à occuper les centres d'attention, prit la parole avec un ton doucereux. « Je dois dire que vous avez un certain style, très particulier. C'est rafraîchissant. » Claire tourna la tête avec lenteur, scruta le visage lisse de la femme, puis répondit d'un ton égal. «
Il paraît qu'un compliment vraiment sincère ne commence jamais par une surprise. La seconde femme, prise au dépourvu, étouffa un rire, incertaine de quel camp elle venait de rejoindre. La première resta figée une seconde, ne s'attendant visiblement pas à cette réponse calme mais acérée. Claire ne bougea pas. Elle soutenait le regard sans animosité, simplement avec une assurance tranquille. Elle n'avait pas besoin de hausser le ton. Sa présence seule suffisait à désarçonner. Peu après, un homme d'un certain âge s'approcha, apparemment plus sincère dans sa démarche. Il se présenta comme historien de l'art et après quelques échanges polis, mentionna un tableau exposé dans le salon, représentant une scène de marché parisien du XIXe siècle. Claire écouta, hocha la tête, puis entama une discussion sur la symbolique des classes sociales dans la peinture française du réalisme. L'homme fut surpris. Claire cita Courbet, Millet, puis évoqua Zola et les écrits sociaux de l'époque. Le ton de la conversation changea. D'autres invités s'approchèrent, poussés par la surprise de voir cette femme à l'apparence modeste parler avec une telle clarté et une telle aisance d'un sujet que beaucoup dans la pièce prétendaient maîtriser sans en avoir jamais creusé les fondements. Julien, resté à distance, observait la scène avec une concentration nouvelle. Ce n'était plus seulement la femme discrète qu'il avait croisée dans les couloirs. C'était une voix, une pensée, une présence. Chaque phrase de Claire faisait reculer un peu plus le mur invisible que les autres avaient tenté d'ériger autour d'elle. Elle ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Elle parlait simplement avec la profondeur de celle qui avait longtemps appris, sans reconnaissance, lu sans diplôme, réfléchi sans public. Et cela se ressentait dans chaque mot. Un jeune homme, manifestement mal à l'aise face à cette intelligence inattendue, tenta de la piéger sur une citation. Il mentionna un passage de Nietzsche, mal interprété, espérant sans doute l'humilier subtilement. Claire répondit en replaçant la citation dans son contexte original, expliquant les limites de l'interprétation habituelle. Le silence se fit autour d'eux. L'homme recula, un sourire crispé sur les lèvres, et s'éloigna. À mesure que la soirée avançait, les groupes changèrent de composition. Ceux qui restèrent près de Claire n'étaient plus là pour observer une étrangeté, mais pour l'écouter. Une femme plus jeune lui posa des questions sur ses lectures. Claire parla de ses habitudes nocturnes, des livres donnés par d'anciens résidents de l'immeuble, de ses préférences pour la philosophie morale, des romans russes qu'elle lisait lentement pour mieux les comprendre. Il n'y avait rien de prétentieux dans son discours. Elle racontait son parcours comme on raconte une marche lente dans un paysage inconnu, pleine de pauses et de surprises. Julien, n'y tenant plus, s'approcha à son tour. Il s'intercala discrètement dans le cercle et observa les visages autour de lui. Ce qu'il voyait ne ressemblait plus à sa fête. C'était devenu autre chose, une sorte d'espace suspendu, où une femme autrefois invisible était devenue le centre d'une écoute rare, non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce qu'elle transmettait. Claire tourna légèrement la tête vers lui, le regard calme. Il ne sut quoi dire immédiatement. « Je crois que vous venez de bouleverser l'ordre établi », dit-il enfin, mi-sérieux, mi-amusé. « L'ordre établi ne tient pas à grand-chose, répondit-elle. Une invitation mal intentionnée peut parfois créer un désordre salutaire. » Julien acquiesça en silence. Il sentait qu'elle avait compris bien plus de choses qu'elle ne disait. Elle n'était pas dupe. Elle savait parfaitement pourquoi elle avait été conviée. Mais elle avait refusé le rôle qu'on avait écrit pour elle. Elle avait réécrit la scène en marchant dans la pièce, sans fracas, sans colère, simplement avec la force tranquille de celle qui n'a plus rien à perdre, mais tout à offrir. Vers la fin de la soirée, alors que l'ambiance semblait s'être recentrée autour d'un calme inattendu, plusieurs invités quittèrent la fête plus tôt que prévu. Certains ne savaient comment gérer ce qu'ils avaient vu. D'autres, plus lucides, se sentaient simplement déplacés. Julien resta un moment près de la verrière, seul. Claire, elle, s'était retirée dans un coin plus calme, reprenant ses distances. Elle ne cherchait pas la lumière. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, avec sa voix, avec sa manière d'être, avec cette simplicité tranchante qui ne laissait place ni à la pitié, ni à la condescendance. Quand elle se leva pour partir, personne ne tenta de la retenir, mais plusieurs regards se tournèrent envers elle, cette fois sans jugement, sans ironie. Il y avait là une reconnaissance silencieuse, presque timide. Julien s'approcha une dernière fois. Il voulut lui dire quelque chose d'important, mais elle le devança. « Merci pour l'invitation. Elle m'a permis de comprendre bien des choses. J'aimerais m'excuser.
murmura-t-il. « Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas moi que vous devez convaincre. » Elle le laissa là sans colère, sans rancune. Elle repartit, la tête haute, comme elle était venue, pas en héroïne, en femme, simplement. Lorsque Claire quitta la fête ce soir-là, elle ne rentra pas directement chez elle. Elle marcha d'un pas régulier à travers les rues calmes de Paris, les talons résonnant sur les pavés humides. L'air était frais, mais elle ne frissonnait pas. Elle avançait avec cette clarté intérieure que seuls ceux qui ont traversé le mépris sans s'y perdre peuvent connaître. Dans sa tête, les visages de la soirée défilaient un à un. Les sourires forcés, les regards fuyants, les flatteries déguisées en curiosité, les silences bavards. Elle savait maintenant ce qu'elle avait toujours pressenti. Le mépris de classe, même enveloppé dans la soie des bonnes manières, restait une humiliation lente, presque invisible, mais constante. Et ce soir-là, elle l'avait senti sous chaque parole mal formulée, chaque question apparemment anodine, chaque regard qui cherchait à l'évaluer, à la situer, à la replacer. Elle arriva chez elle tard, retira ses chaussures lentement et resta un long moment assise sur le bord de son lit, silencieuse. Sa mère dormait, paisible, insensible à tout ce qui venait de se produire. Claire l'observa quelques instants, puis se leva pour remettre la robe dans son sac, la plier soigneusement et la ranger à l'écart. Ce n'était pas une pièce de triomphe, c'était un vêtement de passage, un témoin discret d'un moment de bascule. Elle ne ressentait ni fierté ni amertume, seulement une étrange forme de soulagement. Elle avait vu, elle avait entendu, elle avait compris. Le lendemain, alors qu'elle reprenait son service, les choses semblaient avoir retrouvé leur cours habituel. Les couloirs sentaient le même produit nettoyant, les ascenseurs faisaient le même bruit mécanique, les portes se fermaient avec la même indifférence. Mais dans l'air flottait quelque chose de légèrement différent. Quelques résidents la saluèrent plus longuement que d'habitude. Un jeune homme qu'elle avait déjà vu sans jamais qu'il ne lui adresse un mot, la remercia en sortant de l'ascenseur. Un autre évita soigneusement son regard. Ce n'était pas un changement radical, mais les signes étaient là. Ils savaient, ou du moins, certains savaient désormais qui elle était, ou ce qu'elle représentait. Et cela dérangeait. En milieu de matinée, alors qu'elle nettoyait les vitres du hall d'entrée, elle entendit deux voix provenant du petit salon attenant. La porte était entr'ouverte. Elle reconnut immédiatement celle de Julien. Il parlait bas avec Paul, son ton plus grave qu'à l'accoutumée. « Tu vas me dire que ce n'était rien ? Sérieusement, Julien, tu l'as laissée entrer dans notre soirée comme si elle avait toujours été des nôtres. Parce qu'elle en valait largement la peine, répondit Julien. Ce n'est pas la question. Tu sais très bien pourquoi on a lancé ce pari. C'était pour rire. Pour provoquer un peu, pas pour que ça devienne politique. » Un silence tendu suivit. Claire, dissimulée par la cloison, ne bougeait pas. Elle écoutait non par curiosité malveillante, mais parce que chaque mot confirmait une vérité qu'elle soupçonnait. « Je ne joue plus à ces jeux-là, Paul. Cette histoire m'a ouvert les yeux. C'est toi qui as insisté sur cette expérience sociale, pas moi. Tu as accepté, tu l'as invité, et je l'ai vu. » Un autre silence. Puis Paul reprit, cette fois avec un ton plus agressif. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Tu défends une femme de ménage, Julien. Elle ne fait pas partie de notre monde. Elle ne peut pas comprendre nos codes, nos enjeux. C'était juste une distraction. » Julien répondit plus bas, mais avec une netteté tranchante. « Elle les comprend mieux que toi. » Claire sentit une légère tension dans sa poitrine. Elle se redressa, reprit son chiffon et reprit son travail comme si de rien n'était. Elle n'avait pas besoin d'entendre davantage. Ce qu'elle venait d'apprendre confirmait tout. L'invitation, le silence à son arrivée, les regards. Ce n'avait jamais été un geste sincère. C'était un pari, une farce sociale, un exercice d'arrogance maquillé en générosité. Mais étrangement, elle ne ressentit ni colère ni humiliation. Ce qu'elle éprouvait, c'était une forme de lucidité froide, une distance qui, loin de la diminuer, la renforçait. Ils avaient cru se divertir à ses dépens. Ils avaient simplement révélé leur propre petitesse. Et Julien, malgré son implication, avait au moins eu l'honnêteté de reconnaître ce qu'il avait vu. Cela ne l'excusait pas, mais cela le distinguait des autres. Plus tard, alors qu'elle descendait les escaliers avec un sac de déchets recyclables, elle croisa Julien qui montait. Ils s'arrêtèrent au même palier. Il sembla hésiter, puis s'avança. Claire, elle le fixa sans animosité. « J'ai entendu, dit-elle simplement. Il comprit immédiatement de quoi elle parlait.
Il baissa les yeux un instant, puis les releva. « Je suis désolé, vraiment, ce n'était pas censé. Vous aviez vos raisons, peu importe. Vous m'avez rendu un service. » Il sembla surpris. « Lequel ? Vous m'avez montré, sans le vouloir, ce que valent vraiment ces gens. Ce que vous valez, vous, et ce que je vaux, moi. » Julien ne répondit pas. Il la regardait avec cette même expression troublée qu'il avait eue à la fête. Claire hocha doucement la tête, puis reprit son chemin. Elle n'avait plus rien à dire. Les paroles n'étaient plus nécessaires. Le reste ne dépendait pas d'elle. Ce jour-là, elle termina son travail plus tôt que prévu. Elle rentra chez elle, ouvrit un de ses vieux carnets et écrivit longuement. Pas pour raconter la soirée ni pour accuser, mais pour mettre en mots ce qui s'était produit en elle. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas une revanche. C'était une prise de conscience, simple et irréversible. Elle n'était plus une ombre parmi les autres, elle n'était plus invisible. Pas parce qu'on l'avait vue, mais parce qu'elle avait décidé de se montrer telle qu'elle était, sans artifice, sans prétention, sans honte. Julien Dufresne ne parvenait plus à se concentrer sur ses affaires habituelles. Depuis la soirée, les réunions lui semblaient de fades, les présentations vides, les chiffres abstraits. Il s'asseyait à son bureau, feuilletait distraitement les dossiers qu'on lui soumettait, mais son esprit glissait toujours ailleurs. Il revoyait le visage de Claire, sa démarche droite, ses réponses justes, son calme tranchant dans le chaos feutré de sa réception. Il se demandait encore comment il avait pu ne jamais la remarquer avant, lui qui vivait dans ce même immeuble, qui la croisait parfois sans la voir. Il avait invité une caricature, un rôle, une idée préconçue. Il avait reçu une personne, et cette personne, il ne parvenait pas à la ranger dans une catégorie simple. Il finit par demander à son assistante de lui rapporter tout ce qu'il était possible de savoir sur Claire Moreau. Non pas pour les pieds, mais parce qu'il ressentait ce besoin d'éclaircir ce qui, jusque-là, lui avait échappé. Il apprit qu'elle avait 32 ans, qu'elle travaillait dans l'immeuble depuis 4 ans, qu'elle vivait à Saint-Denis dans un studio modeste et qu'elle s'occupait seule de sa mère malade. Il n'y avait là rien d'extraordinaire aux yeux des autres, mais Julien savait désormais que ce qui importait se trouvait ailleurs. Il contacta ensuite, de manière plus discrète, un ancien professeur de la Sorbonne dont il connaissait la fille. Il voulait savoir si une certaine Claire Moreau avait été inscrite à la faculté de philosophie une dizaine d'années plus tôt. Le professeur, après quelques vérifications, confirma qu'une étudiante brillante portant ce nom avait été admise au programme de philosophie contemporaine avec des résultats très prometteurs, mais qu'elle avait abandonné ses études au bout de 2 ans, sans donner de raison officielle. Julien comprit alors. Le mystère de cette femme au discours affûté, à la culture impressionnante et au regard lucide, s'éclaircissait peu à peu. Claire n'était pas seulement intelligente, elle était formée, cultivée, construite. Elle avait juste été interrompue, arrachée à son parcours. Il demanda, sans insister, si quelqu'un savait pourquoi elle avait quitté l'université. Le professeur répondit qu'on avait évoqué des problèmes familiaux, une maladie, des dettes. Rien de précis. Julien n'en demanda pas plus. Il en savait assez. Pendant plusieurs jours, il rumina cette histoire. Il pensait à son propre parcours, lisse, facilité par des opportunités, des soutiens, des ressources. Il pensa à tous ceux qui, comme lui, n'avaient jamais eu à choisir entre nourrir un proche ou poursuivre leurs rêves. Il pensa à Claire dans sa robe bleue, debout au milieu de gens qui n'avaient jamais eu à prouver leur légitimité parce qu'ils étaient nés du bon côté de la ville. Julien commença à passer du temps dans des endroits qu'il ne fréquentait jamais. De petits cafés du nord de Paris, des librairies d'occasion, des centres culturels modestes. Il cherchait quelque chose, sans le formuler clairement. Peut-être un moyen de retrouver Claire, ou simplement de comprendre mieux son monde. Un après-midi, dans une bibliothèque de quartier, il la vit. Elle était assise à une table, concentrée sur un livre, une pile d'ouvrages à ses côtés, un carnet ouvert devant elle. Elle ne le vit pas tout de suite. Julien hésita puis s'approcha doucement. « Bonjour », dit-il d'une voix neutre. Elle leva les yeux. Aucun étonnement dans son regard, seulement une curiosité tranquille. « Vous me suivez » demanda-t-elle calmement. « Non, enfin, peut-être un peu. Je voulais comprendre. Je voulais savoir qui vous êtes vraiment. Vous avez trouvé une partie de la réponse, alors. » Il hocha la tête, mal à l'aise. Elle le regardait avec cette même clarté qu'il avait désarmé lors de leur première vraie conversation. « Pourquoi avez-vous abandonné vos études » demanda-t-il.
presque malgré lui. Elle referma son carnet, soupira légèrement. Mon père est mort subitement. Il avait des dettes importantes. Ma mère est tombée malade quelques mois plus tard. Il n'y avait personne d'autre. Il fallait choisir. Julien ne dit rien. Il comprenait enfin le prix de ce choix. Il le voyait dans chaque ride prématurée sur son visage, dans la manière dont elle gardait une certaine distance, dans cette force contenue qui n'avait rien d'instinctif. C'était une résistance construite, patiemment, dans le silence. Vous auriez pu devenir professeur, chercheuse, auteur, et peut-être que je le deviendrai encore. Ce n'est pas fini. Elle dit cela sans orgueil, mais avec une certitude paisible. Julien sentit quelque chose se fissurer en lui, comme une barrière invisible qu'il avait toujours eue, sans en connaître la nature exacte. Il se sentait petit à côté d'elle, non pas inférieur, mais insuffisant. « J'aimerais faire quelque chose. Pour vous, dit-il après un silence. Ne faites rien pour moi. Ce que j'ai à faire, je le ferai moi-même. Pas par charité, pour réparer une erreur. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête, lentement. « Alors, faites-le pour vous, pas pour moi. Pour que vous puissiez vous regarder en face. » Il ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Ils restèrent un moment en silence, dans cette bibliothèque calme, entourée de livres qu'elle avait appris à aimer, à comprendre, à utiliser comme rempart contre l'injustice. Il comprenait désormais que Claire n'avait jamais cessé d'être cette étudiante brillante. Elle l'était encore, simplement dans d'autres conditions, d'autres formes, et il ne pouvait plus l'ignorer. La fête, bien que terminée depuis plusieurs jours, semblait avoir laissé une empreinte persistante dans l'esprit de Julien Dufresne. Il revoyait sans cesse les scènes de cette soirée étrange et révélatrice. Ce n'étaient plus les rires, les musiques ou les discussions creuses de ses amis qui lui revenaient à l'esprit, mais les silences pesants, les regards déconcertés et surtout la silhouette de Claire, immobile au milieu de ce décor auquel elle n'avait jamais été destinée, mais qu'elle avait su habiter avec une puissance tranquille. Julien ressentait encore une forme de malaise, non pas envers elle, mais envers lui-même. Il savait désormais qu'il avait traversé une ligne invisible et qu'il n'était plus capable de revenir à l'indifférence qui avait jusqu'ici structuré ses relations. Quelques jours après cette rencontre à la bibliothèque, Julien fut invité à un déjeuner privé chez Vincent, son ami de longue date. Ce genre de rendez-vous mondain lui était familier. Discussions sur les dernières levées de fonds, projets d'expansion à l'étranger, anecdotes de voyage, plaisanteries codées. Ce jour-là, pourtant, il s'y rendit avec une réserve nouvelle. Une tension couvait en lui qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler. À son arrivée, il trouva Vincent entouré d'une poignée de leurs connaissances habituelles, tous souriants, verre de vin en main, parlant fort, comme pour compenser le vide de ce qu'il disait. Julien s'installa, mais ne prit pas part à la conversation. Il observait, écoutait, comme s'il assistait à un spectacle dont il connaissait déjà chaque réplique. Ce n'est qu'au moment où l'un des invités évoqua la fameuse soirée que Julien sentit son corps se tendre. « Alors, Julien, lança Vincent en ricanant, est-ce qu'on peut dire que ton expérience sociale a été un succès? Cette Claire, ou peu importe son nom, tu nous as vraiment surpris. Quelle mise en scène !» Les autres éclatèrent de rire. Julien ne répondit pas immédiatement. Il fixait son verre, puis releva la tête, les yeux brillants d'une colère contenue. « Ce n'était pas une mise en scène, » dit-il calmement. Vincent haussa un sourcil intrigué par le ton. « Allez, ne me dis pas que tu prends ça au sérieux maintenant. Tu sais très bien pourquoi tu l'as invité. C'était pour secouer un peu les choses, pas pour qu'on l'adopte dans notre cercle. » Julien le regarda longuement puis se leva sans un mot. Il traversa la pièce lentement et s'arrêta près de la baie vitrée. Le silence était tombé dans le salon, comme à la fête, ce même silence dense qui précède les vérités qu'on évite depuis trop longtemps. « Vous ne vous êtes pas demandé un seul instant ce qu'elle avait ressenti en entrant dans cette pièce ?» lança-t-il soudain. Ce que cela représentait pour elle, d'être jetée là au milieu de vous tous, sans explication, comme un sujet d'étude, une anomalie, une distraction. « Ne sois pas théâtral, » répondit Paul, qui venait d'arriver. « On voulait juste rire un peu, rien de mal là-dedans. » « Non, rien de mal pour vous, corrigea Julien, parce que pour vous, le monde entier est un terrain de jeu. Vous êtes né du bon côté. Vous n'avez jamais eu à vous battre pour être regardé autrement que comme des évidences. » Vincent, soudain mal à l'aise, tenta de reprendre le contrôle. « Écoute, si tu t'attaches à une femme de ménage, c'est ton droit.
Mais ne viens pas nous faire la morale. Tu l'as invité. Tu fais partie du jeu. » Julien s'approcha alors de lui et sa voix devint plus grave, plus tranchante. « Justement, c'est ça qui me dégoûte. J'ai joué, j'ai accepté, mais j'ai vu. Et ce que j'ai vu m'a changé. Elle n'a rien demandé. Elle est venue avec dignité, avec intelligence, avec une présence que vous n'avez même pas su reconnaître. Vous riez, mais c'est vous qui étiez ridicule. » Le silence s'installa à nouveau. Plus personne ne riait. Vincent croisa les bras, cherchant un soutien dans le regard des autres, mais aucun ne bougea. Julien reprit la parole. « Je ne veux plus de ça. Ce n'est plus mon monde. Ce n'est plus moi. » Il attrapa sa veste, salua à peine et quitta l'appartement. Dans le couloir, il sentit une pression s'échapper de sa poitrine. Il n'avait pas prémédité cette rupture, mais elle s'était imposée d'elle-même. Ce qu'il avait fait ce jour-là, ce n'était pas seulement défendre Claire. C'était se détacher d'un cercle auquel il n'appartenait plus. Il avait choisi un autre camp, peut-être plus incertain, plus exigeant, mais infiniment plus humain. Le soir même, il passa devant l'immeuble où travaillait encore Claire. Il n'entra pas. Il resta de l'autre côté de la rue, regardant les fenêtres éclairées. Il se demanda si elle savait ce qu'il venait de faire. Probablement pas. Et cela n'avait pas d'importance. Il ne le faisait pas pour être vu. Il le faisait parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Le lendemain matin, Claire reprit son travail comme d'habitude. Mais lorsqu'elle passa dans le hall principal, elle remarqua quelque chose de différent. Un vase avait été déplacé, une décoration de mauvais goût retirée, un espace dégagé comme si quelqu'un avait voulu aérer les lieux. Elle n'y prêta pas attention tout de suite, mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose était en train de bouger, pas autour d'elle, en elle, et peut-être aussi chez ceux qu'elle avait contraints malgré eux à se regarder autrement. Les jours suivants, Claire retourna à sa routine avec une régularité presque automatique. Chaque matin, elle quittait son studio avant le lever du soleil, faisait le trajet en métro les yeux dans le vide, puis entrait dans l'immeuble par la porte de service. Elle croisait quelques visages, tous plus prudents qu'avant, certains même vaguement polis, mais rien ne semblait vraiment avoir changé dans son environnement immédiat. Pourtant, intérieurement, elle n'était plus tout à fait la même. L'épreuve silencieuse de la fête, la lucidité qui avait suivi, la confrontation voilée avec Julien, tout cela avait réordonné ses pensées. Elle ne cherchait pas de reconnaissance, ni de réparation. Elle voulait avancer, tracer son chemin, retrouver quelque chose qu'on lui avait arraché sans bruit, la possibilité d'un avenir. Julien, de son côté, vivait une agitation nouvelle. Après sa rupture avec ses anciens amis, il passait de longues heures seul à revoir ses priorités, ses décisions, ses engagements. Une chose revenait sans cesse à son esprit, cette idée de ne pas réparer pour les autres, mais pour lui-même. Il savait que ce qu'il avait fait à Claire ne pourrait jamais être effacé, mais il pouvait créer une passerelle vers autre chose. Il se rappela alors un projet qu'il avait financé des années plus tôt, presque par automatisme philanthropique. Une fondation éducative qu'il avait créée pour soutenir des adultes dont les parcours avaient été interrompus par la vie. À l'époque, il n'y avait vu qu'une ligne dans son portefeuille d'investissements sociaux. Il n'avait jamais pris le temps de s'y impliquer réellement. Jusqu'à maintenant, il appela le directeur de la fondation, un homme sérieux, engagé, qui avait souvent regretté que Julien ne se montre jamais au comité. Il demanda des précisions sur les critères d'admission, les programmes, les aides disponibles, les accompagnements individuels. Le directeur, d'abord surpris, répondit avec clarté. Julien écouta tout avec attention, puis formula une demande inhabituelle. Il voulait proposer personnellement une place à une candidate spécifique, non pas par favoritisme, mais parce qu'il avait rencontré une personne dont le potentiel était évident, mais que les circonstances avaient brisé. 2 jours plus tard, il se rendit dans l'immeuble, à l'heure où il savait que Claire terminait son service. Il attendit près du hall, debout, nerveux, comme un adolescent prêt à faire une déclaration. Lorsqu'elle apparut, balayant un dernier recoin du sol avec sa discrétion habituelle, il s'approcha. Elle le vit, s'arrêta net, mais ne dit rien. « Je ne veux pas m'imposer, commença-t-il. J'ai seulement quelque chose à vous proposer. Ce n'est pas un geste de pardon, ce n'est pas un rachat. C'est une proposition, rien de plus. » Claire le fixa, les bras croisés, attentive mais impassible. Il poursuivit. « Il y a quelques années, j'ai lancé une fondation pour aider des adultes à reprendre leurs études. J'y ai mis de l'argent, mais jamais de temps. Je n'y croyais pas vraiment.
Aujourd'hui, je vois enfin à quoi cela peut servir. Il y a une place pour vous si vous la voulez. Ce n'est pas conditionné à quoi que ce soit. C'est à prendre ou à laisser. C'est pour vous, uniquement si vous décidez que cela a du sens pour votre avenir. » Un silence s'installa. Claire ne bougea pas. Elle semblait analyser chaque mot, chaque intention. Puis elle répondit lentement. « Pourquoi maintenant ? Parce que je vous ai écouté, parce que je vous ai vu, et parce que je sais que ce serait un gâchis insupportable de ne rien faire. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda au loin, comme si elle pesait non pas les mots, mais les implications. Elle n'était pas naïve. Elle savait que cette offre, aussi noble soit-elle, ne venait pas sans bagage. Elle venait d'un homme qui l'avait un jour invitée comme une plaisanterie. Mais elle venait aussi d'un homme qui avait su reconnaître ses torts et qui ne cherchait pas à l'acheter, mais à rétablir quelque chose. « Je vais y réfléchir, » dit-elle enfin. « Ce n'est pas un non. Ce n'est pas un oui. C'est juste une réflexion. » Julien acquiesça, respectueux. « Prenez le temps qu'il vous faut. Je ne vous demanderai rien d'autre. » Elle tourna les talons, reprit sa routine, mais l'idée avait germé. Le soir même, dans son studio, elle rouvrit son vieux dossier universitaire, encore rangé dans une boîte en carton au fond d'un placard. Les papiers étaient jaunis, les lettres de recommandation presque effacées, mais le contenu était intact. Elle relut ses anciennes notes, ses dissertations, ses brouillons. Une émotion discrète la traversa. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était une question. Et si, malgré tout, il était encore temps? Les jours suivants, elle continua son travail tout en observant discrètement les brochures que Julien lui avait laissées. Elle n'en parla à personne, pas même à sa mère. C'était une décision qu'elle voulait prendre seule, sans influence, sans pression. Et puis, un matin, elle prit le métro non pas vers son travail, mais vers le siège de la fondation. Elle entra dans le bâtiment, remplit les formulaires, passa l'entretien d'évaluation et quitta les lieux sans se retourner. Elle n'attendait pas un miracle. Elle avait simplement franchi un seuil. Quand Julien reçut la confirmation qu'elle avait acceptée, il ne dit rien à personne. Il ne la contacta pas. Il laissa faire le processus. Ce n'était plus son rôle d'intervenir. Elle avait repris les rênes, et cela pour lui valait toutes les justifications. Claire commença sa formation dans une petite salle de classe située au 3e étage d'un bâtiment discret du 11e arrondissement. Le lieu n'avait rien de luxueux. Les murs étaient blancs, les tables usées par le temps, les chaises grinçaient légèrement à chaque mouvement. Mais pour elle, chaque détail avait le goût du renouveau. Elle n'avait pas franchi ses portes comme une élève docile, ni comme une femme en quête de rattrapage. Elle y était entrée avec la certitude que c'était son choix, son chemin, et que personne ne pouvait en revendiquer la paternité. Personne ne lui avait offert cette opportunité comme on tend une aumône. Elle l'avait saisie, et cette nuance faisait toute la différence. Elle reprit des cours de philosophie, d'histoire, de littérature. Elle étudiait la nuit, après son travail, pendant que sa mère dormait. Le rythme était éprouvant. Les trajets en métro se faisaient plus longs, les heures de sommeil plus rares, mais elle n'était pas dans l'attente d'une récompense. Elle ne cherchait pas de diplôme pour l'afficher, ni une place dans un monde auquel elle ne voulait plus appartenir à tout prix. Elle cherchait à retrouver une cohérence intérieure, à renouer avec cette partie d'elle-même qui avait été mise en veille pendant des années. Ses enseignants furent rapidement frappés par la profondeur de ses interventions. Contrairement à d'autres étudiants, parfois brillants mais théoriques, Claire parlait avec la gravité de celle qui avait vécu ce que les livres tentèrent de décrire. Elle ne répétait pas des idées, elle les habitait. Un professeur lui confia un jour, à la fin d'un cours, que sa compréhension de Hannah Arendt n'était pas simplement intellectuelle, mais existentielle. Claire répondit que, pour elle, la pensée n'avait de valeur que si elle pouvait survivre à la douleur. L'homme resta silencieux, conscient d'avoir entendu quelque chose qui dépassait le cadre de l'enseignement. Pendant ce temps, Julien, bien qu'absent physiquement, n'avait jamais cessé de suivre à distance le parcours de Claire. Il n'intervenait pas, ne cherchait pas à s'imposer. Il s'était effacé avec discrétion, respectant la ligne qu'elle avait tracée. Pourtant, sans qu'elle le sache, il passait parfois près du café modeste où elle allait relire ses cours. Ce petit établissement, situé à l'angle d'une rue sans prétention, était devenu son refuge. Elle s'y asseyait toujours à la même table, près de la fenêtre, avec son carnet et ses livres. Elle commandait un thé simple, écrivait, lisait, corrigeait ses notes. Julien l'apercevait de l'autre côté de la vitre, mais n'entrait jamais. Il se contentait de constater, à chaque fois,
qu'elle avançait. Et cela lui suffisait. Un jour, cependant, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Elle leva les yeux de son livre, le vit de l'autre côté de la rue. Il resta immobile, ne fit aucun geste. Elle le regarda quelques secondes, puis lui fit un signe de tête très léger, presque imperceptible. Il répondit de la même manière, puis il tourna les talons et s'éloigna. Cette interaction muette fut plus significative que bien des dialogues. Il n'y avait plus de dette, plus de gêne, plus de justification. Il y avait une reconnaissance mutuelle, sobre, libre de toute attente. Dans les semaines qui suivirent, Claire continua à travailler, à étudier, à soigner sa mère. Elle refusait toute interview, tout article, toute récupération de son histoire. Une responsable de la fondation tenta de la convaincre de participer à une campagne de communication en vantant son exemple inspirant. Claire déclina fermement. Elle ne voulait pas devenir une vitrine, encore moins un symbole. Elle n'avait pas besoin d'être admirée. Elle avait besoin d'être libre. Peu à peu, sa présence dans l'immeuble où elle travaillait encore devint plus marquée, non pas par ses fonctions, mais par le changement d'attitude des autres. Certains résidents, autrefois distants, lui parlèrent désormais avec un respect qu'elle savait fragile, mais réel. D'autres continuaient à l'ignorer, mais cela ne l'affectait plus. Elle ne cherchait pas à s'intégrer. Elle agissait comme une observatrice attentive, sachant que ce monde-là, bien qu'encore présent, ne définissait plus les limites de son horizon. Julien, de son côté, s'impliqua plus activement dans la fondation. Il participa à des réunions, visita les centres, échangea avec les équipes. Il ne parlait jamais de Claire, il ne se mettait pas en avant. Il avait appris à écouter, à comprendre ce que signifiait agir sans attendre de reconnaissance. Il rencontra d'autres adultes comme elle, brisés par la vie mais pas détruits. Des parcours interrompus, des vocations étouffées, des intelligences invisibles. Chaque histoire faisait écho à ce qu'il avait manqué de voir pendant toutes ces années où il avait cru que le monde tournait autour de ceux qui parlaient le plus fort. Un soir, dans ce même café modeste, Julien entra enfin. Claire était là, seule comme à son habitude. Elle leva les yeux, ne fut pas surprise. Il s'approcha, demanda s'il pouvait s'asseoir. Elle acquiesça. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Le silence n'était plus un obstacle entre eux, mais une forme de respect. Puis, doucement, ils échangèrent quelques mots. Rien de spectaculaire, pas de grande révélation. Juste deux êtres humains qui avaient traversé une frontière, chacun à sa manière, et qui se retrouvaient de l'autre côté, transformés. Il lui parla de la fondation, elle lui parla d'un texte qu'elle relisait pour la 3e fois, de cette manière dont certaines phrases prennent un autre sens lorsqu'on les lit après avoir vécu. Ils ne se promirent rien, ils ne firent pas de projet. Mais dans ce dialogue calme sans enjeu, il y avait une promesse tacite, celle de continuer à marcher, chacun sur son propre chemin, mais avec cette conscience partagée que l'essentiel ne se voit pas toujours. Il se vit parfois dans la dignité d'un silence, dans la fermeté d'un refus, dans la simplicité d'un geste. Et Claire, sans l'avoir cherché, était devenue cela, une présence discrète mais indiscutable, qui rappelait à tous ceux qui la croisaient que la vraie force ne fait jamais de bruit. Le jour de la conférence approcha sans grand éclat. L'événement n'était pas très médiatisé, ni orchestré avec faste. Il s'agissait d'un colloque annuel sur l'éducation des adultes, organisé par la fondation où Claire avait repris ses études, dans un amphithéâtre universitaire sobre, à la capacité modeste. Quelques professeurs, des responsables associatifs, quelques anciens étudiants, des invités du réseau éducatif et culturel de la ville, rien d'extravagant, mais tout de même un public attentif, exigeant, composé de gens qui venaient écouter, non applaudir par habitude. Claire fut contactée plusieurs semaines à l'avance par l'organisatrice du programme. On lui proposa de témoigner brièvement en tant qu'exemple de réinsertion par la formation intellectuelle. Sa première réponse fut négative. Elle n'aimait pas s'exposer, encore moins être présentée comme un modèle. Mais après réflexion, elle accepta, à condition qu'aucune information privée ne soit utilisée, que son nom ne soit pas affiché en grand et que son discours reste libre, non rédigé à l'avance par d'autres. Ce qu'elle avait à dire, elle le dirait à sa manière ou pas du tout. Le jour venu, elle arriva seule, vêtue simplement, les cheveux tirés en arrière, un carnet à la main. Elle ne connaissait presque personne et ce détail la soulageait. Elle s'installa discrètement au fond de la salle, écouta les premiers exposés avec attention.
Quand son tour fut annoncé, elle se leva calmement, marcha jusqu'au pupitre et regarda la salle en silence. Elle ne se racla pas la gorge, ne chercha pas ses mots, ne posa pas de notes devant elle. Elle parla. Elle raconta sans emphase ce que signifie perdre le fil de ses ambitions à cause d'un drame familial. Elle décrivit le quotidien invisible de ceux qui, chaque jour, remplissent des fonctions essentielles sans jamais être regardés. Elle parla du silence, du mépris social, de la solitude imposée, mais aussi de la dignité qu'on peut préserver même lorsqu'on a tout perdu. Elle évoqua la lecture, la pensée, la philosophie, non pas comme des disciplines abstraites, mais comme des outils de survie, des armes contre l'effacement. Elle ne pleura pas, ne leva jamais la voix. Son ton resta posé, ferme, direct. À la fin de son intervention, il n'y eut pas de cris ni d'ovation, juste un long silence. Pas de gêne, pas d'hésitation, un silence chargé de respect. Ce n'était pas le silence embarrassé de la fête, ni celui condescendant des soirées mondaines. C'était un silence d'écoute prolongée, d'absorption sincère, comme si chacun dans la salle comprenait que rien de ce qui venait d'être dit ne devait être immédiatement commenté, mais plutôt digéré, médité. Julien était là, assis au dernier rang, discret, comme toujours. Il avait appris que Claire interviendrait, mais n'avait prévenu personne. Il n'était pas venu par obligation, ni par attachement romantique. Il était venu parce qu'il considérait que ce moment marquait quelque chose. Non pour elle. Elle n'avait pas besoin de ce moment pour exister, mais pour les autres, pour lui, pour ceux qui, comme lui autrefois, avaient besoin d'une secousse pour sortir de l'arrogance ordinaire. Lorsque la conférence se termina, Claire quitta la salle sans passer par les coulisses. Elle ne cherchait ni félicitations, ni étreinte. Elle marcha dans les couloirs de l'université avec le même calme que lorsqu'elle descendait les escaliers de l'immeuble qu'elle nettoyait autrefois. Elle était différente mais inchangée. Sa posture droite, son pas mesuré, son regard clair, tout en elle transmettait la même idée, simple et inébranlable. Elle était là, entière, et elle ne demandait rien. Julien la vit s'éloigner dans les couloirs. Il ne l'appela pas, il ne chercha pas à la rattraper. Il la regarda partir, et dans ce geste, il y avait une forme de respect qu'aucune parole n'aurait pu mieux exprimer. Il se rappelait ce premier moment, dans le salon lumineux de sa fête, quand elle avait franchi la porte et que tous s'étaient tus. Ce silence-là avait été chargé d'arrogance, de mépris, de surprise feinte. Le silence d'aujourd'hui n'était pas le même. Il était né d'une compréhension lente, d'une vérité imposée sans violence, d'une autorité qui ne crie pas. Quelques jours plus tard, une vidéo de son intervention circula discrètement parmi les cercles éducatifs. Elle ne devint pas virale, ne fut pas reprise dans les médias de masse. Mais ceux qui la virent en parlèrent. Des enseignants, des étudiants, des directeurs d'établissements, des travailleurs sociaux. Des personnes qui comprenaient ce que signifiait parler avec le poids du réel, sans chercher à séduire, seulement à transmettre. Claire, quant à elle, continua sa vie. Elle poursuivit ses études, s'impliqua dans quelques projets d'écriture, participa à des groupes de lecture, mais toujours à sa façon, loin du bruit. Elle n'avait pas besoin d'être vue en permanence pour exister. Elle n'avait plus peur d'être oubliée, parce qu'elle avait compris qu'elle ne dépendait plus du regard des autres. Elle avait retrouvé son propre regard, et cela suffisait. Ceux qui la croisèrent par la suite ne l'appelèrent jamais la femme de la fête, ni celle du discours. Ils ne lui donnèrent pas de titre. Ils l'écoutaient, ils la respectaient, ils apprenaient d'elle sans même toujours le dire. Et Julien, dans ses gestes quotidiens, dans sa façon d'interagir avec le monde, portait silencieusement la trace de ce qu'elle lui avait appris, non pas avec des leçons, mais avec une présence. Le jour où Claire se vit proposer de devenir intervenante régulière dans des ateliers de réflexion pour adultes, elle accepta sans enthousiasme, sans peur. Elle savait que sa place n'était pas dans la lumière, mais dans la transmission, non pas pour inspirer, mais pour aider à penser. Elle n'était pas un symbole, elle était une voix, et cette voix, désormais, ne pouvait plus être ignorée.